As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle Musk n'a toujours pas fait atterrir des humains sur Mars? Son plan de colonisation martienne est-il un simple coup de marketing? Ou bien se heurte-t-il à de véritables défis technologiques? Dès 2016, Musk affirmait vouloir envoyer des humains sur Mars en 2024. Par la suite, ce calendrier a été repoussé à 2026. Quelles sont donc les raisons qui font que le projet de colonisation de Mars est sans cesse retardé? L'humanité peut-elle vraiment réussir à reconstruire une Terre 2.0 sur Mars? Aujourd'hui, à partir des conditions réelles de Mars, parlons de l'ampleur des différences entre Mars et la Terre. Et voyons à quel point il est réellement difficile pour l'humanité d'atterrir sur Mars. Dans le système solaire, lorsque Mars est la plus proche de la Terre, la distance n'est que de 55 millions de kilomètres. Lorsqu'elle est la plus éloignée, elle peut atteindre 400 millions de kilomètres. C'est pourquoi les sondes à destination de Mars attendent toujours que les deux planètes ne soient séparées que de quelques dizaines de millions de kilomètres avant d'être lancées. Actuellement, plusieurs sondes explorent encore cette planète rouge, à la surface comme en orbite. Et la conclusion est claire. L'environnement actuel de Mars est encore plus hostile que les régions polaires de la Terre. Bien que les données d'exploration indiquent que Mars, il y a 3,5 milliards d'années, pouvait ressembler à la Terre et être une planète chaude et humide. La Mars d'aujourd'hui affiche, sur chaque parcelle de terrain, qu'elle est inadaptée à la vie. Pourquoi dire cela? Les raisons sont au nombre d'environ 5. La première concerne l'atmosphère. L'atmosphère martienne ne représente qu'environ 1% de l'épaisseur de celle de la Terre. Sur Terre, il suffit de gravir une montagne de quelques kilomètres pour sentir que l'air au sommet est déjà extrêmement raréfié. Or, la pression atmosphérique sur Mars n'est que de 0,6% de celle de la Terre. De plus, 95% de l'atmosphère martienne est composée de dioxyde de carbone. La teneur en oxygène n'est que de 0,13%, encore plus faible que dans les déserts terrestres. Plus grave encore, Mars a depuis longtemps perdu son bouclier vital, le champ magnétique. Il y a 4 milliards d'années, en raison de sa petite taille, le noyau de Mars s'est refroidi trop rapidement. La dynamo génératrice du champ magnétique s'est tout simplement arrêtée. Sans protection magnétique, le vent solaire est comme un ouragan entrant dans une maison aux fenêtres ouvertes. Il a peu à peu balayé l'atmosphère dans l'espace. Aujourd'hui encore, Mars perd environ 100 tonnes d'atmosphère par seconde. Sur des milliards d'années, même l'atmosphère la plus épaisse ne pourrait résister à un tel traitement. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblait Mars lorsqu'elle possédait encore un champ magnétique? La deuxième raison est la température. Les variations de température sur Mars sont extrêmement extrêmes. La température moyenne à la surface est d'environ -63 degrés Celsius. En hiver, au pôle, elle peut descendre jusqu'à -125 degrés Celsius. En été, l'équateur martien parvient à atteindre péniblement 20 degrés Celsius. Mais dès que le soleil se couche, la température chute immédiatement à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Pourquoi de tels extrêmes? Parce que l'atmosphère martienne est trop mince pour retenir la chaleur. C'est comme dormir en hiver sans couverture. La journée, on est bien au chaud au soleil, et la nuit, on gèle instantanément. Si tu envisages de te rendre sur Mars, il vaut mieux sortir le jour, car la nuit, j'ai peur que tu ne puisses même plus avancer. La troisième raison est le rayonnement. Le niveau de radiation sur Mars est extrêmement élevé. En l'absence de champ magnétique et d'une atmosphère dense pour protéger la surface, le rayonnement à la surface de Mars est environ 100 fois plus intense que sur Terre. Depuis 4 milliards d'années, la surface martienne a été totalement stérilisée par les radiations. Si un astronaute reste un an sur Mars, la dose de radiation reçue équivaut à environ 100 fois celle reçue sur Terre. Si tu veux survivre sur Mars, le mieux est de choisir un tube de lave. À l'intérieur, non seulement il n'y a presque pas de rayonnement cosmique, mais il pourrait aussi y avoir de l'eau liquide. La quatrième raison est le sol. Le sol martien contient effectivement des concentrations extrêmement élevées de perchlorate, jusqu'à 1 million de fois supérieures à celles de la Terre. Sur Terre, ces substances servent à fabriquer du carburant pour fusées. Imagine un sol martien couvert de ce type de composés, c'est désastreux pour la croissance des plantes. Pire encore, Mars ne possède quasiment pas d'azote utilisable. Or l'azote est un élément fondamental pour l'ADN et les protéines. L'atmosphère terrestre est composée à 78% d'azote. Sur Mars, on n'en trouve pratiquement aucune trace. Si on te demandait de cultiver des plantes sur Mars, que choisirais-tu de faire pousser? La cinquième raison est l'écosystème martien. Si la Terre est habitable, c'est grâce au cycle de l'eau, du carbone et de l'azote. Ils sont étroitement liés. Les plantes produisent de l'oxygène, les animaux rejettent du carbone, les bactéries recyclent les nutriments. Mais sur Mars, l'eau est gelée au pôle et sous terre. Le carbone est piégé dans les roches, et il n'y a aucune vie pour maintenir l'équilibre. C'est comme se trouver dans une voiture sans moteur, sans carburant et sans roues. Même si elle paraît magnifique, elle ne peut pas avancer. En plus de ces 5 points, il existe un autre problème crucial. La fenêtre de lancement. La Terre et Mars ne s'alignent favorablement que tous les 26 mois. Si on la manque, il faut attendre 2 ans de plus. Si une petite panne survient juste avant le lancement. Par exemple, si une pièce tombe en panne, il faudra attendre 2 ans pour une nouvelle tentative. Une fois la fusée lancée,
Il faut encore subir un voyage spatial de 6 à 9 mois. Ce n'est pas des vacances sur Terre. Sans la protection du champ magnétique terrestre, le rayonnement cosmique peut traverser les parois du vaisseau. C'est comme subir une radiographie aux rayons X tous les jours. Certaines études estiment que le taux de mortalité d'un voyage vers Mars pourrait atteindre 50%. Je ne sais pas si tu oserais monter à bord. Et ce n'est pas tout. La microgravité est encore plus éprouvante. Le corps humain est conçu pour la gravité terrestre. Après un mois dans l'espace, la masse osseuse diminue de 1 à 2%. Après 9 mois, on peut perdre jusqu'à 20% de la masse osseuse. Lorsque tu arriveras sur Mars, tu auras peut-être du mal à tenir debout. Et il faudra encore affronter l'environnement hostile de la planète. Même l'atterrissage sur Mars est un immense défi. L'atmosphère martienne est trop fine pour que les parachutes soient efficaces. Mais pas assez fine pour être ignorée. Utiliser uniquement des moteurs fusées pour freiner consomme énormément de carburant. À l'époque, pour faire atterrir Curiosity, la NASA a inventé la grue volante, qui a descendu le rover à l'aide de câbles. Cette méthode fonctionne pour un engin de 900 kg. Mais pour des équipements habités de plusieurs dizaines de tonnes, elle est totalement inadaptée. SpaceX affirme vouloir utiliser des fusées pour un atterrissage direct. Mais d'où viendront les 1200 tonnes de carburant? On ne peut pas tout transporter depuis la Terre. Même si, par chance, tu réussis à atterrir. La survie devient le véritable cauchemar. Une équipe de 6 personnes vivant 2 ans consommerait environ 2 tonnes d'oxygène et plusieurs dizaines de tonnes d'eau. Tout cela doit être produit sur Mars. Bien que l'expérience MOXIE du rover Perseverance puisse transformer le dioxyde de carbone en oxygène. En 2 ans, elle n'a produit que 122 grammes d'oxygène. Pour atteindre 2 tonnes, il faudrait des milliers de dispositifs fonctionnant pendant des années. Pour l'eau, il faudrait creuser la glace souterraine. Le jour, c'est peut-être faisable. Mais la nuit, avec des températures atteignant moins 80 degrés Celsius, travailler en combinaison spatiale devient presque impossible. La nourriture est un problème encore plus grave. Cultiver sur Mars revient à planter des graines dans un réfrigérateur. Il faut non seulement désinfecter et fertiliser le sol, mais aussi construire des serres pressurisées, chauffer et protéger des radiations. La lumière solaire est insuffisante et doit être complétée artificiellement. Après tout, l'ensoleillement martien n'est que la moitié de celui de la Terre. De plus, Mars connaît fréquemment des tempêtes de poussière. Lorsqu'elles surviennent, on ne voit même plus la lumière. Le rover Opportunity a d'ailleurs été mis hors service à cause de ces tempêtes. Quant au ravitaillement, inutile d'en parler. Tout doit être transporté depuis la Terre. Si un purificateur d'air tombe en panne, il faudra attendre 2 ans pour en recevoir un nouveau. Je ne sais pas si tu tiendrais le coup pendant ce temps. Franchement, ce n'est pas de la colonisation, c'est de la survie télécommandée depuis la Terre. Cela ne diffère guère d'une station de recherche en Antarctique. Et encore, l'Antarctique est plus confortable. Certains disent que si Mars n'est pas habitable, il suffit de la terraformer. L'idée est belle, mais la réalité est brutale. Le cœur de la terraformation consiste à épaissir l'atmosphère. Pour créer un effet de serre, il faudrait faire passer la pression martienne de 6 millibars à 1000 millibars. Cela nécessiterait 1000 fois plus de dioxyde de carbone que ce que Mars possède actuellement. Les scientifiques ont comptabilisé tout le CO disponible sur Mars. Même en faisant fondre entièrement les calottes polaires, on n'obtiendrait qu'environ 1,2%. En chauffant le sol pour libérer du CO, on pourrait atteindre 4%. En exploitant des carbonates à 30 mètres de profondeur, environ 5%. Au total, on reste en dessous de 10%, bien loin du seuil nécessaire à l'effet de serre. C'est pourquoi Musk a un jour proposé d'utiliser 10 000 bombes nucléaires pour frapper les calottes polaires martiennes, afin d'augmenter l'atmosphère de Mars. Il espérait que les explosions vaporiseraient instantanément la glace carbonique et la glace d'eau, libérant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour créer un effet de serre, épaissir l'atmosphère et rendre la température plus clémente. Et, à terme, permettre l'installation humaine. Mais le problème fondamental demeure. Même si l'on parvenait à créer une atmosphère sans champ magnétique, le vent solaire l'emporterait de nouveau. La tragédie d'il y a 4 milliards d'années se répéterait. Pour créer un champ magnétique, il faudrait réactiver le noyau martien. Cela nécessiterait une énergie équivalente à plusieurs années de production solaire concentrée dans le noyau de Mars. À l'heure actuelle, il n'existe même pas de solution théorique. Tous ces problèmes nous rappellent une chose. L'humanité n'a jamais été une vagabonde de l'univers. Nous sommes des produits locaux de la Terre. Nos cellules, nos organes et nos mécanismes physiologiques sont entièrement conçus sur mesure pour l'environnement terrestre. Le champ magnétique, l'atmosphère et l'écosystème de la Terre forment un foyer parfait, fruit de milliards d'années d'évolution. L'histoire de Mars nous montre à quel point les planètes habitables sont rares dans l'univers, et combien la Terre est précieuse. En réalité, étudier Mars n'a pas pour but de coloniser, mais de mieux protéger la Terre. Comprendre comment Mars a perdu son atmosphère nous permet de mieux saisir l'importance du champ magnétique et de l'atmosphère terrestre. En observant l'aridité martienne, nous apprenons à chérir chaque goutte d'eau sur Terre. Ainsi, avant que l'humanité ne puisse transformer d'autres planètes, il vaut mieux consacrer nos efforts à protéger la Terre sous nos pieds. Car, pour l'instant, il n'existe qu'une seule planète capable de nous offrir une vie stable.